Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 199. Et dans cette chronique, je vais m'efforcer de vous expliquer, dans la mesure du possible, ce qui se trame actuellement à Minsk, à la lumière bien entendu de cet ouvrage important et incontournable de Stewart Parker, réédité et traduit effectivement par les éditions d'Elga, et dont la préface, me semble-t-il, c'est Bruno Zoriowski qui s'est, je dirais, collé à la tâche. Alors, me direz-vous, on peut dire que ce pays qui est en l'occurrence la dernière république soviétique, et surtout depuis la déclaration de l'ancienne secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, qui, souvenez-vous, en 2008 a défini le président démocratiquement élu de la Biélorussie, Alexander Loukachenko, comme étant le dernier dictateur de l'Europe. Finalement, au fond, encore une fois, on sait d'où vient cette éventuelle révolution orange, appelez ça comme vous le voulez, révolution de velours, orange, révolution, qui finalement, au fond, ne sont que, je dirais, une conception de la mise en marche du Bélarus à la conception, je dirais, de l'économie de marché et du monde globalisé. Alors, l'image et la réputation de ce noble pays ont été fanatiquement éclipsées par les médias du grand public, qui, on le sait aujourd'hui, sont les médias de l'OTAN. L'ironie ici, c'est que la Biélorussie est en effet, je dirais, profondément consciente de l'iniquité de la dictature. Et là, je dirais, plus que tout autre pays, subit la pire des atrocités nazies pendant la Seconde Guerre, on a tendance à l'oublier. Et la Biélorussie a toujours été un pays multiculturel, avec des juifs, des chrétiens, des musulmans vivant côte à côte. Et cela, bien entendu, pendant des siècles. Alors cette profonde tolérance des différences culturelles et religieuses est encore célébrée aujourd'hui au Bélarus. Pourtant, l'Union européenne et les États-Unis ont bien entendu peu à faire concernant cette réalité. Alors la Biélorussie a généralement reçu peu de couverture de la part des médias alternatifs et de gauche, et pour cause, trop pressés de se coucher sur la finance, cette fameuse gauche qui a abandonné l'esprit populaire et la considération de classe depuis fort longtemps, et qui finalement au fond se sont alignés sur la conception des démocrates américains, étant en parfait accord avec la politique, je dirais, des affaires étrangères de l'Empire. Alors, il faut quand même être assez perspicace, puisque on peut, rappelez-vous, ce qui est, je dirais, surprenant, compte tenu du fait que Fidel Castro, par exemple, a décerné à Alexander Loukachenko l'ordre de José Martí, la plus haute distinction décernée aux amis du peuple cubain. Lors d'une récente visite en Biélorussie, le président vénézuélien, également dans le passé, Hugo Chavez, a salué la Biélorussie comme un modèle de développement socialiste, et que, ma foi, le Venezuela devait imiter. Mais il y a une pénurie de livres et d'articles sur ce pays, et son leader, controversé, une exception notable à ce vide, et là j'y arrive, vient de Stewart Parker, qui a publié un livre clair et révélateur sur la Biélorussie et les politiques d'Alexander Loukachenko, en particulier pour les lecteurs cherchant à comprendre, je dirais, ce pays fascinant. La dernière république soviétique, la Biélorussie de Parker par Alexandre Loukachenko, est un brillant
essai sur les mensonges et les distorsions émanant de l'Union européenne et des États-Unis concernant les violations des droits de l'homme et l'absence de démocratie au Bélarus. Ce qui suit est une tentative de résumer et d'évaluer les résultats de cette précieuse étude. Alors, faisons un peu d'histoire. Alexander Loukachenko est arrivé au pouvoir après une victoire écrasante en 1994. Ancien directeur d'une ferme collective à l'époque soviétique, kolkhoze, Loukachenko était l'un des rares politiciens biélorusses à s'opposer à l'éclatement de l'Union soviétique en 1990, voulu bien entendu par les États-Unis, piloté par Clinton et dont le bras séculier fut l'ivrogne, le sinistre Eltsine. Alors bien que le dirigeant biélorusse ait toujours été ouvertement critique à la corruption de l'URSS en fin de période, il est resté attaché au marxisme-léninisme et s'est opposé à la privatisation effrénée proposée par Boris Eltsine dit Vodka et ses partisans ou ses maîtres à penser, on va dire cela. Alors, dans les dernières années du régime soviétique, Loukachenko, alors député au Soviet suprême de l'URSS, a formé un groupe appelé Communistes pour la démocratie. Loukachenko a fait valoir que le vrai problème en URSS était le déclin de la participation démocratique et le parasitisme et la corruption de la bureaucratie au pouvoir. Il a également appelé une plus grande autonomie des républiques de l'URSS. La Biélorussie a toujours été la République soviétique, la plus avancée dans les domaines de l'enseignement supérieur et des sciences. Malgré la stagnation économique et la corruption croissante dans les autres républiques du RSS, la planification étatique en Biélorussie a continué à produire des résultats impressionnants, avec une croissance économique continue tout au long de l'ère Brejnev, ce qu'on a appelé à l'époque la politique de la détente. Alors, en 1993, Loukachenko a été nommé à la tête d'une commission anticorruption et l'un des nombreux mythes répandus à plusieurs reprises après la fin de l'Union soviétique était que le marché du peuple soviétique voulait un capitalisme libre et de libre marché. Bien entendu, tout cela ne fut que la volonté de certains oligarques à en devenir. Alors ce n'était certainement pas le cas en République soviétique de Biélorussie. C'était la défense des valeurs soviétiques par Alexandre Loukachenko ainsi que ses critiques explicites du Parti communiste de l'Union soviétique et du régime des apparatchiks soviétiques qui lui ont valu le respect et la confiance du peuple biélorusse. Alors en 1994, Loukachenko a été élu président de la République, donc la République de Biélorussie, avec plus de 80% des voix. Alors trouver une place pour la Biélorussie dans le chaos, post-soviétique a été une tâche difficile pour le jeune président. L'une des premières questions à l'étude était le drapeau national. Alors le BPF, le Parti nationaliste, voulait restaurer à l'époque le drapeau blanc, rouge et blanc du Grand-Duché de Lituanie, qui avait été le drapeau national sous le régime fantoche de l'Empire allemand, en 1918 me semble-t-il. Il a également, été utilisé par les collaborateurs de la Wehrmacht nazie pendant la Seconde Guerre mondiale pour essayer de recruter, y compris les Russes blancs, et de créer des troupes et des volontaires du Reich, comme ils l'ont fait avec la LVF ou la division Charlemagne, la division bleue et d'autres divisions encore. Alors le peuple a finalement décidé de garder le drapeau soviétique sans le marteau et la faucille. Radio Free Europe s'est alors plainte de l'abandon du drapeau nazi du collabo comme un coup dur pour les forces démocratiques. J'explique, Radio Free Europe, ce fut un think tank pro-américain qui, à l'époque, essayait de faire une politique, de subversion dans le pacte de Varsovie. Alors, dans les années qui ont suivi la chute de l'URSS et avant la montée de Loukachenko, 15 milliards de dollars avaient été exportés du pays.
La privatisation et la levée des contrôles des prix ont provoqué bien entendu une inflation qui a entraîné une sorte d'augmentation des prix, plus de 432 fois, me semble-t-il. Et l'économie soviétique avait été remplacée par la mafia et les gangsters. Alors la liberté et la démocratie occidentale faisaient des ravages grâce à une série de référendums. Alors Loukachenko a pu lancer un programme de social-démocratie qui a fait de la Biélorussie l'un des pays les plus riches et les moins corrompus d'Europe de l'Est. Au passage, je voudrais préciser que la réussite du Maïdan en Ukraine a été une catastrophe, et pour différentes raisons. C'est en cela que Loukachenko n'est pas prêt à laisser effectivement que Minsk devienne Kiev. Alors, bien entendu, tout comme, je dirais, la constitution du Venezuela, une clause de constitution décidée par référendum permet la réélection indéfinie du président si le peuple biélorusse le souhaite. Plus de 80% de l'industrie biélorusse reste propriété publique. En 1996, le taux de chômage du pays était de 4%. L'administration, effectivement, est restée en l'état, et on peut considérer qu'effectivement, Loukachenko a également réduit, je dirais, le taux de chômage. Et on peut même considérer qu'il est du moins une figure, un outsider, comme étant le taux de chômage un des plus bas du monde. La production industrielle a augmenté de 9,7% en 2004. Les salaires ont augmenté de manière significative chaque année. La croissance économique de la Biélorussie socialiste a été si impressionnante que même la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international, ont dû reconnaître ce fait incontestable. En juin 2005, la Banque mondiale a publié un rapport intitulé Biélorusse. Alors, je vous l'invite à aller le consulter sur Internet, sur leur site. Biélorussie, fenêtre d'opportunité, qui admettait que l'économie bélarusienne progressait régulièrement, tandis que le FMI admettait que la Biélorussie augmentait considérablement, je dirais, les salaires. Tandis qu'il a maintenu une dette publique faible, mais la bonne nouvelle pour la Biélorussie, et une mauvaise nouvelle pour la Banque mondiale et le FMI, que Loukachenko, s'adressant à la Douma russe en 1999, a qualifié de bande d'escrocs. Alors, il y a encore sur YouTube, sur le YouTube russe, ce passage où Loukachenko à l'époque, a fustigé les fameux banksters, les fameux oligarques. Alors dans un monde où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, la Biélorussie offre un réel espoir que l'économie n'a pas à fonctionner de cette façon, selon un système développé par le, je dirais, statisticien italien Corrado Gini, connu sous le nom de coefficient de Gini. La Biélorussie est le pays le plus juste du monde. Le coefficient de Gini pour la Biélorussie en 2005 est de 0,217, le plus bas de 113 pays au Bélarus. Le revenu le plus bas n'est que 5 fois inférieur, je dirais, au revenu le plus élevé. Bref, cela signifie que la notion de cupidité des entreprises dont on entend parler aux États-Unis et en Europe est pratiquement inexistante en République du Bélarus. La Biélorussie est également au sommet, je dirais, de l'éducation. L'alphabétisation des adultes au Bélarus est la plus élevée des pays de la CEI, avec 99,7%. En effet, la Biélorussie dépense plus d'argent pour l'éducation que la plupart des autres pays. Plus de 10% du budget de l'État biélorusse est consacré à l'éducation. Cela dépasse tous les autres pays de la CEI. Les États-Unis et la plupart également des pays européens. Contrairement aux démocraties occidentales, où la sécurité sociale est systématiquement détruite pour soutenir des oligarchies financières, les travailleurs masculins en Biélorussie prennent leur retraite à 60 ans, tandis que les femmes prennent leur retraite à 55 ans et ont droit, je dirais, à une pension complète.
Alors il va sans dire que l'attitude de la nomenclature européenne et américaine, c'est-à-dire communauté internationale autoproclamée, est que la Biélorussie n'est pas une démocratie selon leur concept. La désinformation dans les médias, aux ordres, bien entendu, des oligarques ou de la politique otanesque, a renforcé cette hostilité, je dirais, de la part des élites européennes et américaines envers la Biélorussie, avec bien entendu la publication d'une quantité impressionnante de mensonges. À la 60e Assemblée générale des Nations unies en 2005, le président Loukachenko a dépeint l'obsession des États-Unis pour les droits de l'homme, comme suit, je cite, s'il n'y avait pas de prétexte pour des interventions imaginaires, ils les ont créées. À cette fin, un drapeau très commode a été choisi, celui de la démocratie et des droits de l'homme, et non pas dans le sens originel du pouvoir et de la dignité personnelle des peuples, mais uniquement, exclusivement comme une interprétation de la direction des États-Unis. Ça, je l'ai expliqué effectivement dans mes audios précédents. Leurs droits de l'homme, c'est le droit du commerçant, il faut lire entre les lignes. Et effectivement, leur démocratie, c'est, je dirais, la représentation de ceux qui ont le capital. Alors, afin de promouvoir l'interprétation américaine des droits de l'homme, le président Clinton a envoyé Mikhail Kozak en Biélorussie en 2000. Kozak s'est distingué au cours des années 1980 dans le scandale Iran-Contra, rappelez-vous, où il a aidé à organiser des ventes d'armes contre les terroristes au Nicaragua, en échange de cocaïne que la CIA vendait aux pauvres américains dans les rues de Los Angeles, les mêmes pauvres qu'il mettait plus tard en prison pour possession de drogue. Rappelez-vous, Reagan était mouillé dans cette histoire. Alors que les pauvres étaient finalement au fond obligés de produire des uniformes militaires dans des prisons américaines pour leur détention de drogue. Kozak était l'un des, je dirais, des principaux gestionnaires à Washington de Daniel Noriega, un narcotrafiquant de la CIA et dictateur du Panama. Alors Clinton avait une foi profonde dans les références démocratiques de Kozak, car il était lui-même gouverneur de l'Arkansas lors de l'opération de la CIA. La campagne terroriste financée par les États-Unis au Nicaragua a coûté la vie de plus de 30 000 personnes, pour la plupart des civils bien entendu. Kozak avait les références idéales pour répandre la démocratie à l'américaine dans la Biélorussie socialiste. Alors à son arrivée à Minsk, l'ambassadeur américain Mikhail Kozak, ancien terroriste trafiquant d'armes contre la drogue de la CIA de Clinton, est désormais diplomate américain pro-démocratie. Qui pose vraiment beaucoup de problèmes quand on met des gens qui ont un tel pédigré dans la diplomatie. On se pose la question si effectivement les ambassades des États-Unis sont plus des lieux d'agents secrets ou une réelle diplomatie. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Alors, revenons effectivement à ce diplomate sous faux drapeau qui était prêt, je dirais, à rentrer en contact avec ses homologues européens et à représenter l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Hans-Georg Wiek a travaillé, je dirais, en étroite collaboration avec Kozak pour trouver des candidats d'opposition appropriés en Biélorussie, à Washington et à Bruxelles. Lorsque Loukachenko a remporté une autre victoire écrasante à l'élection présidentielle de 2001, l'organisation, je dirais l'OSCE, donc a condamné l'élection comme étant frauduleuse, sans produire la moindre preuve pour étayer son affirmation. Ce qui n'a pas posé de problème quand il a été question, effectivement, de faire passer une seconde fois Bush en, bien entendu, en trafiquant les bulletins de vote à la main. Mais ça, c'est encore un autre souci. J'aimerais bien aussi également le révéler. Pardon. Alors après les attentats du 11 septembre, à New York, les États-Unis ont montré les véritables motifs de la guerre mondiale contre le terrorisme lorsque le sénateur John McCain, vous vous souvenez, Monsieur Jabhat al-Nusra, Monsieur Al-Qaïda en Syrie, a déclaré la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko
ne peut pas suivre longtemps dans le monde où les États-Unis et la Russie entretiennent un partenariat stratégique, où les États-Unis prennent au sérieux leur engagement à mettre fin au régime hors la loi dont le comportement, bien entendu, nous menace. Le 11 septembre nous a ouvert les yeux sur l'État biélorusse comme une menace pour la sécurité nationale. On croit rêver. McCain faisait finalement au fond référence à la vente d'armes de la Biélorussie au dictateur fantoche désobéissant de la CIA Saddam Hussein. N'oublions pas qu'il a été placé par eux contre le général Karim El-Qassem. Alors une accusation est démentie par le président Loukachenko. Et ici, bien entendu, nous voyons les États-Unis accuser d'autres pays de crimes, alors que pendant des années, ils ont vendu des armes aux dictateurs irakiens. Ça, pour la guerre en Irak, c'est un autre problème. Mais le vrai crime commis par Loukachenko est sa politique sociale progressive. De toute manière, il est bien question de faire une grande braderie à l'Est. Alors il faut faire disparaître tout ce qui peut être social. Il vaut mieux des nazis à Kiev et des oligarques dans d'autres pays, plutôt que garantir les droits des peuples. Alors, un mauvais exemple, bien entendu, pour les autres pays étranglés par les intérêts financiers de l'oligarchie mondiale américaine. La sécurité nationale américaine signifie finalement au fond la sécurité de l'élite financière et la guerre mondiale contre le terrorisme, qui signifie finalement au fond contre la liberté, n'ayons pas peur de le dire. Mais les États-Unis, je dirais, déterminés à lancer leur campagne mondiale de terreur contre tout État qui oserait résister au capitalisme de casino. La Biélorussie et Loukachenko auraient payé un lourd tribut pour avoir résisté au FMI et à la Banque mondiale, souvenez-vous Kadhafi. En 2004, les États-Unis ont commencé à agir en adoptant la loi sur la démocratie au Bélarus, qui appelait des sanctions contre le Bélarus et au financement des groupes pro-démocrates. La plupart des groupes d'opposition en Biélorussie reçoivent aujourd'hui un financement du gouvernement américain, payé en espèces par les contribuables américains. Ce financement presque, je dirais, on peut considérer qu'il a presque abouti à la soi-disant révolution du Djinn en 2006, une tentative financée par la CIA pour susciter l'opposition populaire au gouvernement Loukachenko afin de le remplacer par un régime pro-américain, un régime valet, cependant contraire à leurs voisins dans d'autres pays européens de l'Est exactement. Alors, les Biélorusses n'ont pas pris, je dirais, l'appât des États-Unis. Et Loukachenko est resté au pouvoir, après l'échec de la révolution du Djinn. L'Union européenne a, je dirais, imposé une interdiction de voyager à Loukachenko et 30 ministres les empêcheront ainsi de voyager dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Cela montre l'ampleur des troubles parmi les élites européennes face à la démocratie populaire du Bélarus. Alors, bien entendu, il faut être honnête, beaucoup de calomnies sont mises en place, surtout de faire croire que c'est un État totalitaire, que la Biélorussie, effectivement, mais que ce pays ne représente pas les soi-disant autorités démocratiques, voulues bien entendu par l'Union européenne et les États-Unis, mais je dirais les absurdités promues par les médias grand public viennent de tous les côtés. Loukachenko a été accusé d'antisémitisme, malgré le fait que la communauté juive florissante du pays ne semble pas être au courant de ce fait. En fait, même le grand rabbin de Biélorussie a félicité le président biélorusse pour son soutien à la communauté juive. Bon. Mais l'Union européenne, le gouvernement, je dirais, du Bélarus a également été accusé, je dirais, de censurer Internet, de contrôler les médias, plus de mensonges. L'OpenNet Initiative qui a mené finalement une étude après les élections contestées de 2006 pour voir si les affirmations sur la censure d'Internet étaient vraies. Ils n'ont trouvé aucune preuve d'interférence systématique et globale sur le réseau. La falsification directe par le régime peut avoir eu lieu, je dirais assez subtilement,
provoquant des interruptions d'accès, mais jamais de manière à couper le robinet d'informations alternatives. Bon, continuons dans les calomnies contre le président biélorusse qui vient des médias libres de Russie. Vous savez, tous ces petits médias qui sont finalement des think tanks qui reçoivent des financements de la part des partis politiques américains dont Poutine à un moment donné avait été obligé effectivement de faire fermer boutique. Alors le docteur Markus Zeiner a interviewé Loukachenko pour le journal allemand Handelsblatt, et l'entretien avec le docteur Martin Zeiner a été intelligemment mal traduit pour conclure des références positives à Hitler. Et cela a été confirmé par le même intervieweur qui a déclaré plus tard qu'une bande de l'interview a été citée, je dirais, hors contexte, et les séquences des commentaires ont été modifiées. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, dans le jargon journalistique, une glissade journalistique. Retirer une phrase du contexte pour lui faire dire ce qu'on en veut. Alors la BBC, bien entendu, continue de propager ce mensonge à propos de Loukachenko, qui ne sert qu'à démontrer le désespoir des médias corporatifs face aux dirigeants populaires dont les politiques menacent leurs empires de mensonges. Je vous envoie vers la Syrie, qui a été une véritable gabegie pour les Occidentaux, enfin du moins pour ceux qui ont soutenu l'insoutenable. Alors pour revenir à ce livre, finalement, le livre de Stewart Parker, La dernière République soviétique, est un guide indispensable que je recommande sur un pays et l'un des dirigeants que les médias bourgeois ne veulent pas que vous sachiez. Et c'est, à ma connaissance, la seule étude approfondie d'un pays qui ne retient l'attention que lorsque l'occasion malveillante se présente pour mener une propagande antisocialiste. Alors, bien entendu, nous avons beaucoup à apprendre de ce brave petit pays qui a beaucoup sacrifié pour vaincre les forces du fascisme européen et du passé, et de ces mêmes forces fascistes qui ont refait surface au nom des droits de l'homme et de la démocratie, par exemple à Kiev, avec Maïdan, et bien entendu de leur conception de la liberté, dans un monde que je dirais dominé par l'idéologie de l'élite financière, de ceux qui se battent pour l'homme et la femme ordinaire sont abattus sans pitié. Alors, Alexander Loukachenko est du côté de la démocratie et des droits de l'homme et de la liberté, au sens noble du terme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite analyse, mais il était important de remettre les pendules à l'heure, et qu'il y ait aussi d'autres voix que les voix des médias de l'OTAN et de l'oligarchie atlantiste. Merci à vous et à la prochaine chronique.